Chers amis auditeurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver depuis les studios de Radio Salve Regina, c'est Hervé Choseville à l'antenne pour l'émission Panorama Info. Durant la période de confinement qui s'est achevée, j'ai trouvé un certain plaisir à revisiter ma propre bibliothèque et à découvrir ou à redécouvrir des livres que j'avais oubliés. Et c'est ce qui m'a donné l'idée aujourd'hui du thème de l'émission, du sujet que je vais aborder. J'ai retrouvé ce livre qui s'intitule Nauru, l'île dévastée. L'auteur est Luc Follier et c'est publié aux éditions La Découverte. Ça date de 2009, je crois. Et c'est un petit livre de 100 et quelques pages, 145 pages, oui 2009, c'est bien ça, qui coûtait à l'époque 12 €. Un livre que je recommande et vous allez comprendre pourquoi. Cette période de crise du coronavirus a amené beaucoup de gens, je pense, dont je fais partie, à réfléchir aux dérives de notre société consumériste, de notre société capitaliste, et de toutes les dérives que ce consumérisme a entraînées. Et c'est cela qui m'a fait penser à Nauru et qui m'a amené à retrouver ce livre et à le relire avec grand intérêt. Car Nauru est une petite île qui symbolise toutes les dérives de notre société et nous devrions méditer le mauvais exemple de cette île afin de redresser la barre tant qu'il est encore temps. Nauru, c'est une petite île de 21,3 km² située dans l'océan Pacifique, à 42 km au sud de l'équateur, à 3500 km au nord-est de la ville australienne de Brisbane et à 2000 km des côtes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ses voisins les plus proches sont les archipels de Kiribati, des Marshall, des Salomon et de Tuvalu. La superficie de cette île équivaut à peine à celle d'un arrondissement parisien, ou bien encore à celle de notre commune de Bastia, ou encore à celle de l'île de Capraia que nous apercevons depuis nos fenêtres ici à Bastia. En 2017, la population de Nauru s'élevait à 13 649 habitants. L'île est un ancien volcan recouvert de calcaire corallien exondé, appelé Makatea, et elle a une forme grossièrement ovale. Elle est constituée d'un plateau central peu élevé, occupant environ 80% de la superficie totale de cette île. Donc, le point culminant ne s'élève qu'à 71 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le plateau est entouré d'une mince plaine côtière qui ne fait que 120 à 300 mètres de largeur, qui est relativement fertile, ce qui permet une agriculture vivrière sur les quelques terres arables non construites. C'est sur cette bande côtière qu'est concentrée la majorité de la population. Il n'y a pas de ville au sens propre du terme et donc pas de capitale officielle. L'eau douce est une denrée rare. Il n'y existe qu'une petite nappe phréatique, un petit lac souterrain et une lagune nommée Bouada qui constitue la réserve d'eau douce la plus visible. Il n'y a bien sûr aucun cours d'eau. La population dépend donc de l'eau de pluie pour son approvisionnement en eau douce. Le climat de l'île est tropical avec une mousson de novembre à février et une période sèche le reste de l'année. Les premiers habitants de l'île étaient vraisemblablement des Mélanésiens et des Micronésiens. Mais, vers 1200 avant Jésus-Christ, Nauru connut une seconde vague de migration venant du littoral de la Chine via les Philippines. La société nauruane s'est alors organisée en 12 tribus. Cette population vivait de la culture des cocotiers, des bananiers, des pandanus et des takamaka. Elle pratiquait aussi la pisciculture des poissons-lait dans la petite lagune. Nauru
fut, entre guillemets, découverte par les Européens le 8 novembre 1798, lorsque le baleinier Hunter s'approcha de ses côtes. Son commandant, l'anglais John Fern, nomma l'île Pleasant Island, c'est-à-dire l'île agréable. Les premiers Européens à s'y installer furent deux Irlandais, Patrick Burke et John Jones, qui y débarquèrent en 1830, après s'être évadés d'un pénitencier australien. John Jones parvint même à devenir une sorte de tyran de l'île jusqu'en octobre 1841, lorsque les Norrouans en eurent assez de lui et l'expédièrent vers une autre île. Au fil des ans, quelques autres évadés trouvèrent refuge à Nauru. En 1845, deux Européens seulement y vivaient, dont William Harris, lui aussi un évadé. Il épousa une femme indigène dont il eut 7 enfants. À cette époque, l'île était encore couverte de cocotiers et de plus en plus de navires européens y venaient pour acheter le copra. Je rappelle que le copra, c'est l'albumène séché de la noix de coco. Ces navires apportaient aussi malheureusement des armes et de l'alcool, beaucoup d'alcool. Ces deux maux firent des ravages dans l'île. Une véritable guerre civile opposa les tribus naurouanes. Ce sont les Allemands qui rétablirent l'ordre et qui entreprirent de désarmer la population lorsqu'ils imposèrent leur protectorat en avril 1898. C'est aussi à cette époque que fut découvert par hasard le phosphate, qui allait se révéler être l'un des meilleurs au monde. Le minerai de phosphate est une roche sédimentaire. Dans le cas de Nauru, elle semble s'être formée par le mélange du guano et de coraux. À l'époque de cette découverte, l'agriculture australienne avait grand besoin d'engrais. Or, le phosphate est utilisé pour fabriquer des fertilisants. En 1900, d'énormes gisements de phosphate furent découverts dans le sous-sol du plateau central de l'île. L'extraction commença en 1906. La compagnie australienne Pacific Phosphate Company était l'unique exploitant. Elle payait un droit annuel à la compagnie allemande qui exploitait le copra. Quant aux autorités administratives allemandes qui encaissaient des dividendes, elles rétribuaient de manière dérisoire les propriétaires naurouans du sol qui était creusé, pour ne pas dire saccagé, à la pioche par les nombreux ouvriers étrangers, chinois et océaniens, que la compagnie australienne avait fait venir. Il s'agissait d'une mine à ciel ouvert, exploitée sans moyens mécaniques, avec des pioches et des seaux. Dans le même temps, des missionnaires allemands s'installèrent dans l'île, entreprenant d'évangéliser et d'éduquer la population locale, qui est aujourd'hui aux 2/3 protestante et 1/3 est catholique. Le 6 novembre 1914, les troupes australiennes s'emparèrent de l'île. En 1919, Nauru ne comptait plus que 1068 habitants. En 1920, la Société des Nations nouvellement créée plaça l'île sous mandat britannique, mais c'est l'Australie qui fut chargée de l'administrer. Les Allemands ayant été évincés, un accord conclu entre le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande permit à ces pays de se partager les dividendes de l'exploitation du phosphate. La mine était désormais exploitée par la British Phosphate Commission, toujours avec des pioches et des seaux. En 1932, la population atteignait 1500 habitants. C'est ce qui est considéré comme le seuil crucial pour la survie même d'une population. Le phosphate est aussi utilisé pour la fabrication d'explosifs. C'est pour cette raison qu'en décembre 1940, 3 bâtiments de la marine de guerre allemande, déguisés en cargos japonais, approchèrent de Nauru et coulèrent 5 navires minéraliers australiens et bombardèrent les installations minières. Avec l'entrée en guerre du Japon en décembre 1941, l'île devenait indéfendable. C'est pourquoi, en février 1942, les soldats australiens qui s'y trouvaient furent évacués par le destroyer français le Triomphant. Quelques mois plus tard, le 26 août, Nauru fut occupée par l'armée impériale japonaise qui transforma l'île en avant-poste militaire. Ils construisirent une piste d'atterrissage sur le littoral. Cette piste est encore utilisée aujourd'hui puisque, modernisée,
elle est devenue l'aéroport international de Nauru. Les Japonais édifièrent des bunkers et installèrent une énorme batterie de DCA sur le point culminant. Elle y est encore visible de nos jours. En 1943, l'île eut à subir des bombardements états-uniens. La disette s'installa dans l'île. Les Japonais décidèrent alors d'évacuer les bouches inutiles vers les îles Truk. C'est ainsi que 1200 Nauruans furent déportés. Les occupants gardèrent sur place 500 hommes pour les utiliser comme main-d'œuvre forcée. 11 jours après la capitulation du Japon, le commandant militaire japonais de l'île signa la reddition de ses troupes le 13 septembre 1945. L'île était ravagée. Les survivants de la déportation aux îles Truk furent rapatriés le 31 août 1946. Il n'était plus que 737 sur les 1200 qui avaient été déportés 3 ans plus tôt. Le travail forcé, la malnutrition, les maladies et les mauvais traitements avaient eu raison des autres. L'ONU plaça alors Nauru sous autorité australienne. En 1948, les Nauruans ne touchaient encore que 2% des revenus miniers. Pour la première fois, en 1951, un conseil gouvernemental nauruan fut institué. Au début des années 60, le phosphate nauruan se vendait à 40 $ australiens la tonne. Et la production s'élevait alors à 1 million de tonnes annuellement. Des moyens mécanisés tels que des pelleteuses étaient désormais utilisés. En 1961 et à nouveau en 1964, le gouvernement australien tenta de convaincre la population d'abandonner son île afin de pouvoir exploiter le phosphate en paix. On lui proposa des îles beaucoup plus grandes et moins isolées, au large du Queensland australien. Mais les Nauruans refusèrent. En 1965, les dividendes accordés aux Nauruans furent multipliés par 5, puis par 10 l'année suivante. En 1966, Nauru fut doté d'un conseil législatif, une réforme qui conduisit à un statut d'autonomie interne. En 1967, des accords sur un processus devant conduire à l'indépendance furent signés. Cette indépendance put être proclamée le 31 janvier 1968. L'île comptait alors 4000 habitants seulement. Nauru devint membre du Commonwealth. Le premier président, éduqué dans les universités australiennes, fut Hammer Durrobot. C'est lui qui avait conduit le combat pacifique pour l'indépendance et négocié avec les autorités australiennes. Le phosphate fut nationalisé et une compagnie d'État fut créée, la Nauru Phosphate Corporation. Un fonds souverain, le Nauru Phosphate Royalties, fut également créé afin d'investir à l'étranger les énormes revenus générés par la vente du phosphate. L'argent du fonds fut aussi investi dans l'île pour la moderniser. Une compagnie aérienne, Air Nauru, dotée de plusieurs appareils, fut lancée et elle devint rapidement la première compagnie aérienne du Pacifique, desservant les nombreux archipels de la région et les reliant au reste du monde. L'exploitation minière fut intensifiée avec des moyens de plus en plus modernes et une main-d'œuvre venue de Tuvalu et de Kiribati fut amenée pour travailler. Les anciens travailleurs chinois ou leurs descendants s'étaient quant à eux reconvertis dans le petit commerce, ouvrant des épiceries et des restaurants. En 1974, les revenus du phosphate s'élevaient à 450 millions de dollars australiens, ce qui fit de Nauru le pays le plus riche du monde par tête d'habitants. Ces habitants ne payaient pas d'impôts et la majorité d'entre eux étaient employés par le gouvernement ou par les compagnies d'État. Les services étaient gratuits et un hôpital moderne avait été construit. Les études à l'étranger des jeunes Nauruans étaient payées par l'État. Le fonds souverain investit des sommes faramineuses dans l'immobilier et dans toutes sortes de projets plus ou moins farfelus en Australie, aux États-Unis ou ailleurs. C'est ainsi qu'en 1977 fut inauguré à Melbourne un gratte-ciel nommé Nauru House Building. Avec 183 mètres de haut et 52 étages, c'était la tour la plus haute d'Australie. Elle comptait 50 500 mètres carrés de bureaux. On investit aussi dans le tourisme avec l'achat de palaces en Australie et dans les îles du Pacifique jusqu'à Hawaï.
Un centre commercial de 35 000 m² fut édifié à Sydney. 600 hectares de forêt de l'Oregon aux États-Unis furent achetés et transformés en zones résidentielles cossues. Les millions de dollars s'évaporaient, disparaissaient dans une multitude de comptes bancaires aux quatre coins du monde. L'énorme prospérité nauruane avait attiré une foule d'avocats, de conseillers, d'intermédiaires internationaux, dont la plupart étaient en fait des escrocs et des aigres fins qui firent fortune aux dépens de Nauru. Pendant ce temps, Nauru continuait à appauvrir son sol et à dévaster son environnement pour mieux enrichir le sol des autres avec l'engrais qui servait dans l'agriculture australienne. Tous les produits de base, y compris alimentaires, étaient importés par cargo ou avion entier. Les Nauruans se transformèrent rapidement en consommateurs effrénés, achetant des 4x4 dernier cri, alors qu'il n'existe que 2 routes dans l'île, une qui en fait le tour et une autre qui permet d'accéder à la mine. D'ailleurs, le tour de l'île est vite fait, une demi-heure en voiture. Congélateurs, téléviseurs, ameublements divers, tout était bon pour satisfaire la fièvre acheteuse qui s'était emparée des Nauruans. L'argent qui affluait changea profondément la société nauruane. On n'allait plus à la pêche, on ne cultivait plus. Il était devenu plus facile d'acheter des poissons, de la viande ou des légumes importés d'Australie ou d'ailleurs. On ne faisait plus à manger, on préférait prendre le 4x4 pour faire 100 mètres et aller chercher la nourriture toute prête au restaurant chinois ou à la supérette du coin. Le gouvernement alla jusqu'à payer du personnel immigré pour aller faire le ménage chez tous les Nauruans. On ne s'intéressait plus aux danses traditionnelles, préférant regarder à longueur de journée des cassettes vidéo de films ou de variétés internationales. Bref, la population perdit le goût du travail et de l'effort et s'accultura. Une génération grandit dans cette ambiance ultra-consumériste sans recevoir en héritage les valeurs et la culture des aïeux. Les autorités nauruanes ne surent pas réagir aux signaux d'alarme qui auraient pourtant dû les alerter. À la fin des années 70, les cours du phosphate commencèrent à baisser, entraînant une baisse significative des quantités extraites et exportées. De plus, il était connu de tous que les réserves de phosphate finiraient par s'épuiser. Par ailleurs, aucune mesure ne fut prise pour tenter de réduire le terrible impact des activités minières sur l'environnement insulaire. Au début des années 90, 80% du territoire nauruan avait été creusé et il n'y avait pratiquement plus d'arbres. Les cocotiers eux-mêmes se faisaient rares. La production de phosphate ne s'élevait plus qu'à 500 000 tonnes annuellement. Pour pouvoir continuer à faire fonctionner le système de rente et de services gratuits auquel la population était désormais accoutumée, le gouvernement se mit à emprunter et les revenus du phosphate servirent à payer les intérêts de la dette qui devenait de plus en plus colossale et à garantir de nouveaux emprunts. Pire, les autorités laissèrent Nauru se transformer en paradis fiscal où était blanchi l'argent sale de la mafia russe. Le gouvernement se mit même à vendre des passeports nauruans dont se servirent certains terroristes internationaux. Ils se vendaient entre 1 500 et 35 000 $ pièce. En 1989, Nauru porta plainte devant la Cour internationale de justice de La Haye contre l'Australie, réclamant compensation pour la destruction du centre de l'île provoquée par l'extraction du phosphate. Hors tribunal, l'Australie, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande acceptèrent de verser plusieurs dizaines de millions de dollars australiens à l'État nauruan. En 1999, la République de Nauru devint membre des Nations Unies. Ce fut une nouvelle occasion pour les autorités de tenter de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État en vendant le vote de la délégation nauruane au plus offrant lors des assemblées générales ou dans les agences onusiennes spécialisées. C'est ainsi qu'en 2005, Nauru sut s'attirer les largesses japonaises en votant pour la fin du moratoire sur la chasse à la baleine. En 2009, Nauru fut l'un des rares pays à reconnaître l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, deux régions sécessionnistes de la Géorgie et occupées par la Russie, moyennant 50 millions de dollars pour financer les besoins essentiels du pays. En 2000, Nauru fut mis sur la liste noire du GAFI, le groupe d'action financière. On comptait à l'époque 400 banques fantômes domiciliées à Nauru.
En 2003, la mine ferma et fut laissée à l'abandon. Depuis longtemps, Nauru entretenait des relations diplomatiques avec Taïwan, qui apportait à l'île une aide non négligeable. En juillet 2002, le président de l'époque se rendit en visite privée à Hong Kong pour y récupérer les nouveaux costumes qu'il avait commandés. Durant son séjour, il fut approché par des représentants du gouvernement chinois qui lui firent miroiter une grosse aide financière, 60 millions de dollars cash. Quelques jours plus tard, il fut annoncé que Nauru reconnaissait le principe dit de « une seule Chine » et que des relations diplomatiques étaient établies avec la République populaire de Chine, entraînant de ce fait une rupture avec l'allié taïwanais. Des diplomates chinois arrivèrent très vite dans l'île et ils y occupèrent l'ambassade que les diplomates taïwanais venaient tout juste de quitter. En 2004, le nouveau président, prenant le contre-pied de son prédécesseur, rétablit les relations avec Taïwan à la grande fureur de Pékin et les diplomates taïwanais purent revenir occuper leur ambassade qu'ils avaient dû précipitamment abandonner 2 ans plus tôt. Depuis, Taïwan ménage son allié et multiplie les programmes d'aide à Nauru. Mais le marché le plus controversé, qui permit d'ailleurs à Nauru de faire la une des grands médias internationaux, fut sans nul doute l'accord nommé Solution du Pacifique, signé avec l'Australie en septembre 2001, lorsque les autorités australiennes cherchaient par tous les moyens à interdire l'accès de leur territoire aux migrants et demandeurs d'asile qui s'embarquaient sur des rafiaux en Indonésie pour tenter d'atteindre le rivage de l'Eldorado australien. Il s'agissait essentiellement d'Afghans et d'Irakiens. Pour 30 millions de dollars australiens annuellement, le gouvernement de Nauru accepta l'installation dans l'île de 2 camps de détention pour ces migrants illégaux. En 2004, ces camps abritaient près de 1200 personnes gardées par des policiers et du personnel de sécurité australien. L'Organisation internationale des migrations, le HCR et des ONG envoyèrent du personnel et financèrent différents programmes. Tout cela, qui s'ajoutait à l'argent du gouvernement australien, fut une bouée de sauvetage pour l'économie de cette île en faillite. Ces 2 camps ont fonctionné de 2001 à 2007 et l'un d'eux a rouvert en août 2012 à la demande de l'Australie. À la crise économique s'ajouta la crise sanitaire. Selon l'OMS, en 2008, 78,5% de la population était obèse, ce qui était alors le taux d'obésité le plus élevé au monde. Le diabète est la cause principale de décès. Nauru possède le plus fort taux mondial de diabète de type 2. 40% de la population est affectée. L'hôpital moderne n'est plus que l'ombre de lui-même et il n'y a que 2 médecins nauruans, dont le ministre de la Santé. On vit alors arriver des médecins cubains pour tenter de faire face à la crise sanitaire. L'usine de dessalement d'eau de mer ne fonctionne plus depuis longtemps. Les bords de la route côtière sont jonchés d'épaves, de véhicules 4x4, d'équipements divers, tombés en panne et jamais réparés. L'île est devenue une immense casse à ciel ouvert. À partir de 2006, les activités minières ont repris progressivement. C'est ce que l'on appelle le secondary mining, c'est-à-dire l'extraction secondaire plus profonde. Nauru a donc pu reprendre, plus modestement qu'autrefois, ses exportations de phosphate. L'économie a repris timidement et en 2017, l'île a été retirée de la liste noire de l'OCDE, l'État ayant amélioré la transparence de son économie et mis fin au blanchiment et aux activités bancaires douteuses. Déjà en 2005, le GAFI avait retiré Nauru de sa propre liste noire. Le budget nauruan est à nouveau équilibré et une légère croissance a même été enregistrée. Avec la crise de la fin des années 90 et de la première décennie de ce siècle, les Nauruans ont renoué avec les activités de leurs grands-parents, que l'on croyait oubliées. Ils vont de nouveau à la pêche en mer. Ils ont repris la pisciculture dans le lagon et ils font du maraîchage. Petit à petit, Nauru se reconstruit. Il reste à espérer que les leçons des dérives passées ont été retenues. Voilà, chers amis auditeurs, l'histoire que je voulais vous raconter et qui devrait nous faire méditer
sur les dérives consuméristes de notre monde capitaliste et sur les activités de certains individus qui savent toujours profiter du malheur des autres pour s'enrichir. Je vous recommande vivement la lecture du livre Nauru, l'île dévastée. C'est sous-titré « Comment la civilisation capitaliste a anéanti le pays le plus riche du monde ». Et l'auteur est Luc Follier. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. On va croire que tu es communiste.